Par chaos, en effet, ce que j'ai voulu dire, c'est que on est dans un système qui a quitté, je parle du système politique, économique et social qui est le nôtre, mais qui a quitté un état stable et qui est devenu instable. Les ingénieurs ont une expression que j'aime beaucoup, pour les ponts notamment, qui est qu'il entre en résonance, c'est-à-dire qu'il commence, quand un pont entre en résonance, par exemple parce qu'il supporte un poids trop grand, il commence à vibrer sur lui-même. Et là, il y a deux réactions possibles de ce pont, deux conséquences. La première, soit il s'effondre, soit il arrive à se stabiliser et à reprendre de la force. C'est comme un individu d'ailleurs, hein, qui va bien, se porte bien et qui est confronté à un choc, que ce choc soit un décès, une maladie, la perte d'un emploi, et qui tout d'un coup entre en dépression. Le chaos, c'est ça, c'est la sortie d'un système stable pour rentrer dans quelque chose d'instable avec des chocs qui s'auto-amplifient. Ma conviction profonde, en effet, c'est que l'on est dans un système, je l'ai dit, mais que je vais qualifier, hein, qui est le système capitaliste libéral, qui a atteint une limite. Nous allons essayer de comprendre comment le jeu s'applique à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais sous une forme un peu singulière, et qui, de par votre parcours, puisque Mathieu Pigasse est à la fois un insider dans le sens où il connaît le monde dont il va nous parler de la finance, c'est un banquier d'affaires, mais ce n'est pas seulement un banquier d'affaires, c'est également un homme de culture. Il me disait tout à l'heure qu'il faisait plus de festivals de rock que de festivals de philosophie. Il a, dans son escarcelle, Radio Nova et les Inrocks, mais c'est également un homme d'engagement, puisqu'il n'a jamais fait mystère de ses engagements politiques à gauche. Pour le 30e anniversaire du 10 mai, il avait eu la grâce et la gentillesse de financer un grand événement, un concert place de la Bastille. Il est également de ceux qui avaient suggéré à François Hollande de faire preuve de détermination en matière de taxation des plus grosses fortunes. Je vois que ça suscite immédiatement des réactions. La lumière du chaos, on entend à travers le chaos la théorie du chaos. Il y a cette idée aussi d'un jeu qui pourrait nous échapper. C'est aussi une référence sans doute, mais vous nous le direz, Mathieu Pigasse, au Bréviaire du chaos d'Albert Caraco, que vous réhabilitez, qui est un auteur sans doute injustement méconnu, autour d'un jeu dont vous nous dites, et ça sera le point de départ de notre conversation, que pour faire société, pour maintenir le contrat social, ces règles du jeu, il y a au moins 3 conditions. La première, c'est que le progrès ne soit pas qu'une promesse, mais puisse aussi se réaliser pour nous, pour nos générations, et pour rendre les inégalités supportables en se disant qu'elles vont être réduites au fil des générations. La deuxième condition, c'est qu'il faut un État stratège, impartial, et qui inspire confiance, et qui agit. Règle du jeu majeure. Et la troisième, c'est que nos règles du jeu, du fonctionnement de nos démocraties doivent être aussi admises à partir de quelque chose qui nous paraissait autrefois évident, à savoir que la raison peut constituer quelque chose autour de lequel nous puissions nous réunir et partir de là pour pouvoir construire quelque chose de commun. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Mathieu, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sur ces 3 conditions, on aurait atteint déjà un seuil d'irréversibilité, ou est-ce qu'il est encore possible de reprendre là où nous avions commencé à imaginer que cette société du possible l'était vraiment? Bien, merci et bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous, très heureux de l'invitation et très heureux de participer effectivement à mon premier, et d'assister d'ailleurs à mon premier festival de philosophie. Ayant d'ailleurs, mais vous ne le savez pas, étudié la philosophie à l'université pendant de longues années. Je ne sais pas très bien par où démarrer. Moi, la première chose que je voudrais dire sur la forme, c'est, et on en a parlé avant, je ne vais pas vous infliger un monologue pénible. Et donc, essayons évidemment, et on va le faire, c'est l'objet de l'entretien, d'avoir un dialogue, mais n'hésitez pas à intervenir en tant que de besoin, de réagir, de commenter ou de poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Faisons ça de la manière la plus interactive possible.
Alors, je vais déroger à la règle. Pour démarrer, c'est peut-être pas mal, peut-être pour expliquer le titre. En effet, je vais rebondir sur la question que vous n'avez pas posée, mais d'où vient elle était implicite, d'où vient le terme chaos et pourquoi moi je l'ai employé, et ça fera écho à la question ensuite. Effectivement, d'abord, je je l'ai utilisé ce terme chaos par référence au livre Bréviaire du chaos d'Albert Caraco, qui est un auteur que j'admire, que je cite abondamment dans le livre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent pas le livre Le Bréviaire du chaos, c'est un livre assez sombre sur l'évolution du monde et de la société, sur ce qui nous attend. Alors comme je me doutais que j'allais pouvoir citer Albert Caraco, je vais vous lire quelques phrases de lui qui éclairent au fond une partie de ce que je pense et qui est à l'œuvre aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, il faudra après boire pour tout oublier parce que tout est dans le titre. Bon. Mais je vais citer quelques extraits. Le monde est laid et il le sera de plus en plus. Les forêts tombent sous la hache, les villes poussent, engloutissant toutes choses, et partout les déserts s'étendent. Les déserts sont aussi l'œuvre de l'homme, la mort du sol et l'ombre que les villes jettent à distance. Il s'y joint à présent la mort de l'eau, puis ce sera la mort de l'air, mais le quatrième élément, le feu, subsistera pour que tous les autres soient vengés. C'est par le feu que nous mourrons à notre tour. Et je vais vous citer une dernière phrase quand même. Les hommes les mieux avertis éprouvent depuis des années qu'il est trop tard. Nous allons au chaos, nous allons à la mort, nous préparons la catastrophe la plus énorme de toute l'histoire, celle qui fermera l'histoire et dont les survivants seront marqués pour tous les siècles. Bon, je suis désolé, c'est une note très sombre, mais mon livre est d'ailleurs profondément optimiste et volontariste. Mais je démarre par Caraco pour dire la chose suivante, c'est que par chaos, en effet, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on est dans un système qui a quitté, je parle du système politique, économique et social qui est le nôtre, mais qui a quitté un état stable et qui est devenu instable. Les ingénieurs ont une expression que j'aime beaucoup, pour les ponts notamment, qui est qu'il entre en résonance, c'est-à-dire qu'il commence, quand un pont entre en résonance, par exemple parce qu'il supporte un poids trop grand, il commence à vibrer sur lui-même. Et là, il y a deux réactions possibles de ce pont, deux conséquences. La première, soit il s'effondre, soit il arrive à se stabiliser et à reprendre de la force. C'est comme un individu d'ailleurs, qui va bien, se porte bien et qui est confronté à un choc, que ce choc soit un décès, une maladie, la perte d'un emploi, et qui tout d'un coup entre en dépression. Le chaos, c'est ça, c'est la sortie d'un système stable pour rentrer dans quelque chose d'instable avec des chocs qui s'auto-amplifient. Ma conviction profonde, en effet, c'est qu'on est dans un système, je l'ai dit, mais que je vais qualifier, qui est le système capitaliste libéral, qui a atteint une limite. Et cette limite, on peut l'exprimer ou la définir de différentes façons, ou en tout cas la caractériser de différentes façons. C'est l'arrêt de la croissance, c'est l'explosion des inégalités, c'est le repli sur soi, et c'est la perte de sens collectif telle qu'on peut la ressentir. Et le risque, quand on met tout ça ensemble, c'est le risque de l'effondrement démocratique. Et ma conviction profonde, pour revenir sur le titre, c'est qu'effectivement, on est rentré dans cette instabilité, des chocs qui s'auto-amplifient, et qu'il faut à tout prix arriver à en sortir et à trouver la lumière dans le chaos. Dans votre ouvrage, vous avez également la dent très dure pour les dirigeants. Et j'ai été frappé notamment par deux passages que je vais vous lire, où vous qualifiez nos dirigeants de ronde de clowns. En citant quelques exemples, l'Europe n'est pas en reste et la liste s'allonge, avec en 2018 l'arrivée en tête des législatives en Italie du mouvement 5 étoiles, créé par l'humoriste Beppe Grillo, après une campagne jalonnée de journées dites « Vaffanculo », va te faire foutre. La même année, l'acteur comique Marjan Šarić, qui s'était illustré en imitant les présidents et premiers ministres slovènes, devient Premier ministre de Slovénie. En 2019, le comédien Volodymyr Zelensky est élu président de l'Ukraine, un rôle qu'à son arrivée au pouvoir il connaît essentiellement pour l'avoir joué dans une série télévisée locale. Serviteur du peuple. Et vous précisez, il sera l'exception qui confirme la règle. Et un peu plus loin, vous caractérisez l'état d'esprit qui anime ces dirigeants d'une catégorie un peu nouvelle. En campagne, les amuseurs publics ont tous le même message.
nous qui sommes à l'écoute du peuple, nous qui dénonçons la classe politique, nous qui l'avons observée à la loupe pour mieux la moquer, sommes les mieux placés pour changer la vie. Ils se posent tous en promoteurs de la démocratie directe, pour le référendum, pour la suppression des corps intermédiaires. Ils incarnent l'apogée de la société du spectacle, dans laquelle le client est roi, la frontière s'estompe entre le divertissement et la politique, entre le virtuel et le réel. Vous n'avez pas de questions, sinon vous avez tout dit. C'est un diagnostic. Non, mais je reste un peu sur le diagnostic. Ce que je dis en effet, c'est qu'il y a, à mon sens, alors d'abord, il faut se méfier de toute généralisation, évidemment, hâtive, mais on n'est pas loin de ce que Julien Bada avait appelé la trahison des clercs, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une faillite des élites, notamment en Europe et aux États-Unis. Et quand je dis faillite des élites, je parle de l'ensemble des élites, les élites économiques, les élites médiatiques, les élites judiciaires ou les élites politiques. Je vais expliquer brièvement ce que je veux dire par là. Les élites économiques, parce qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprises, et à nouveau, je ne fais aucune généralisation, mais attirés par les sirènes des marchés financiers et de la bourse, gèrent leurs entreprises avec une obsession qui est celle du cours de bourse et donc du court terme, avec parfois... j'allais dire, des considérations morales faibles ou inexistantes, et ça conduit, par exemple, alors même que les profits augmentent, à licencier, alors même que les profits augmentent, à ne pas augmenter les salaires, par exemple, avec un seul objectif, qui est d'aller toujours chercher un cours de bourse plus élevé. Ça conduit parfois à vendre leurs propres entreprises à des entreprises étrangères et à perdre ainsi, pour ce qui nous concerne, français ou européens, des entreprises sensibles dans des secteurs stratégiques. Ce que je dis des élites économiques, je peux le dire des élites médiatiques, il n'y a évidemment rien de plus important que l'information et l'indépendance de l'information qui est donnée. Et je le dis d'ailleurs en tant qu'investisseur dans les médias et dans la presse. On a cité Radio Nova ou Les Inrecuptibles, mais je suis le coactionnaire du groupe Le Monde. Il n'y a rien de plus important, en effet, à mon sens, que la qualité de l'information pour lutter contre les fake news, les rumeurs, les intoxications qu'on voit aujourd'hui fleurir, donc le pluralisme, l'indépendance. Or, ce que l'on voit parfois, malgré l'exigence particulière qui, à mon sens, devrait relever du métier de journaliste, c'est une pipolisation de cet anglicisme de l'information, le relais de rumeurs, des informations non vérifiées, recopiées, avec parfois des articles qui nous interrogent. Et donc je dis que là aussi, il y a une espèce je ne sais pas comment il faut le dire, mais de faillite de ces élites médiatiques. Élites judiciaires qui devraient le plus souvent être évidemment rendre la justice au nom du peuple français de manière indépendante, et qu'on voit parfois, je parle des juges, soit communiquer des informations confidentielles, soit s'engager politiquement, ce qui me paraît contraire à la nature même de leur profession, et les élites politiques, parce qu'il y a une forme... Je vais être brutal, mais c'est mon 4e livre, hein, donc j'ai été brutal 3 livres auparavant, enfin, sur les 3 livres précédents, mais parfois incompétent ou irresponsable ou impuissant. Et donc oui, en effet, il y a une espèce de faillite générale des élites. Alors, parmi les choses intéressantes qu'on relève dans votre ouvrage, qui tout essaie aussi de réhabiliter certaines règles de pratiques en commun, de régulation. Par ailleurs, ça ne nous empêche pas, c'est peut-être votre deuxième casquette d'homme de culture, et là, on est plus dans une logique d'affranchissement des règles. Vous avez quelques passages qui sont intéressants sur l'état d'esprit qui vous a aussi animé en écrivant ce livre. La seule règle doit être de vivre le plus possible, le plus intensément possible, être indifférent à l'avenir et épuiser le présent. La seule règle est précisément de ne pas en avoir. Et là, vous citez une phrase qu'on attribue généralement à Mark Twain. La vie est courte, transgressez les règles, pardonnez rapidement, embrassez langoureusement, aimez profondément, riez comme des fous et ne regrettez jamais quoi que ce soit qui vous a fait sourire. Un précepte de vie ou quelque chose qui doit nous amener oui, c'est un principe de vie, mais alors si je peux, je vais poursuivre, non, mais pour garder la droite ligne de ce que je voulais dire. On a parlé du chaos et de la faillite des élites.
Pourquoi j'insiste sur ce point et derrière comment on peut en sortir? Je voudrais dire 2-3 choses de plus quand même sur la situation actuelle. Je l'ai dit, je pense qu'on est dans un système qui est le capitalisme libéral, qui est à bout de souffle. J'y reviens pas. Les manifestations sont évidemment multiples. Ce qui me frappe, et en effet, vous l'avez dit, je le dis en tant qu'acteur d'ailleurs du système lui-même, hein, et donc je le dis avec, je pense, une expérience particulière. Le capitalisme, c'était la promesse d'un monde meilleur. C'était qu'au fond, demain serait mieux qu'aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et cette idéologie était portée par l'idéologie du progrès. La réalité, c'est que ce n'est plus le cas, en fait. C'est que le système tel qu'il est, il ne permet plus de vivre dignement. Il y a en effet, au plus grand nombre, il y a, je l'ai dit, mais je vais insister parce que c'est pour moi le cœur du mal actuel, il y a une explosion des inégalités, il y a des salaires qui sont dévalorisés, il y a une de plus en plus grande difficulté de nombre d'entre nous à vivre dignement, c'est-à-dire s'habiller, se loger, se nourrir, s'éduquer, se soigner. Et là, il y a comme une bombe qui est placée au cœur du système. Et si on n'y prend pas garde, cette bombe, elle va exploser. La bombe, c'est les inégalités. Il y a un auteur que je cite dans ce livre qui s'appelle Walter Scheidel, qui est un historien américano-autrichien qui enseigne notamment à Harvard, qui est exceptionnel et qui a écrit un livre il y a en fait assez peu de temps, 2-3 ans, qui s'appelle L'histoire des inégalités. Lui, il dit la chose suivante, et au fond, s'il y a une chose à garder de ce premier constat sur le chaos, c'est celle-ci. Il dit, quand on regarde l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, en fait, on voit qu'il y a un cycle des inégalités. Les inégalités montent au sein de sociétés ou de civilisations, puis elles atteignent un niveau qui devient insoutenable, injustifiable, insupportable, et à ce moment-là, un choc se produit. Je vais revenir sur ces chocs. Et puis elles reviennent à un niveau normal, c'est-à-dire qu'on lisse les inégalités, et ça, c'est des tendances sur plusieurs siècles, et puis hop, elles remontent, elles se reconstituent, ces inégalités, et à nouveau, elles atteignent un stade injustifiable, insoutenable, insupportable. Et un nouveau choc se produit. Les chocs, il en définit 4. Il dit au fond, quand on regarde l'histoire, il y a eu 4 types de chocs qui se sont répétés à plusieurs reprises, qui ont été provoqués par cette accumulation d'inégalités. Le premier type de choc, c'est les guerres, et notamment les guerres mondiales, ou en tout cas ou régionales, celles qui se traduisaient par des mobilisations massives. Évidemment, les 2 guerres mondiales, ils citent les guerres napoléoniennes, ils citent d'ailleurs la guerre de sécession aux États-Unis. Donc la guerre, première façon, si je puis dire, de réduire ou d'atténuer les inégalités. Évidemment, deuxième façon, les révolutions. Ils citent la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution chinoise, parmi beaucoup d'autres. Troisième façon, l'effondrement d'une civilisation, soudainement sur elle-même. Il cite notamment l'Empire Maya, il cite bien évidemment l'Empire romain, dont Suran disait qu'il est mort du ventre d'avoir trop mangé. Avec juste là encore un accroissement des inégalités. Et puis le dernier choc qu'il décrit, c'était son livre a d'ailleurs été écrit avant le Covid, c'est les épidémies. Et il fait évidemment référence aux épidémies, par exemple, en Europe, 10e, 11e, 12e siècle, de peste. Ce qu'il dit, c'est qu'on est arrivé à ce point de rupture quasiment, où à nouveau les inégalités en France, en Europe, disons en Occident au sens large, ont atteint ce niveau insoutenable et où un choc peut se produire. Je vais vous donner 3 chiffres qui l'illustrent, 3 chiffres parmi d'autres, hein, on peut en citer beaucoup des chiffres. 10% des Français contrôlent 60% du patrimoine français. Première illustration de ces inégalités. 60 personnes dans le monde, les 60 personnes les plus riches du monde, contrôlent 50% de la richesse mondiale. Je vais quand même le répéter, 60 personnes dans le monde contrôlent 50% de la richesse mondiale. Pour donner une illustration de ce que c'est que des inégalités insupportables et injustifiables. Je vais donner un dernier chiffre qui n'a rien à voir parce que ce n'est pas des inégalités de patrimoine, c'est des inégalités de revenus, pour dire que, ça avait été souligné d'ailleurs par Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle aux États-Unis précédente, les 25 gestionnaires de ce qu'on appelle hedge funds, c'est-à-dire de fonds spéculatifs aux États-Unis ou de fonds d'investissement, les 25 gestionnaires les mieux payés gagnent plus que l'ensemble des professeurs d'école maternelle aux États-Unis réunis.
juste pour vous donner une idée. Donc je dis juste, voilà, on est arrivé à un moment où ce système, il ne peut pas, à mon sens, se poursuivre tel quel, se prolonger tel quel. Et il se trouve qu'on a atteint cette limite, cette accumulation d'inégalités, avec tout ce que ça emporte, hein, je l'ai dit, sur l'emploi, les conditions de vie, l'impossibilité de vivre dignement, dans un contexte où il y a d'ailleurs un recul constant de l'État. Il faut aussi en dire un mot, peut-être on le fera, mais et ce recul explique d'ailleurs l'impuissance de l'État, à mon sens, en Occident. Quand je dis en Occident, je vise les États-Unis et l'Europe. D'où la question qui est, ok, bon, c'est sympathique tout ça, mais c'est quand même un peu sombre. Comment qu'on fait ? La réponse qui est la mienne, elle est très personnelle, elle est double. Elle est de dire, d'abord, il y a une réponse en soi, qui est de trouver la lumière en soi, et d'essayer de descendre au plus profond de soi-même pour trouver ce qui nous anime et ce qui nous donne sens. Je peux en dire un mot. Enfin, ça fera écho d'ailleurs à la question. Et puis, ça c'est ce que j'appelle la réponse individuelle. Elle est en soi, mais elle ne suffit pas. Ensuite, il faut une réponse collective. C'est comment on fait, et peut-être on en parlera, pour être ensemble. Et comment on fait pour être ensemble à nouveau, de manière harmonieuse. Je pense, moi, qu'il y a un certain nombre d'instruments, je ne sais pas comment il faut le dire, de vecteurs sur lesquels on peut agir, qu'ils soient économiques, politiques, ou justement, exactement, éducatifs ou culturels. Je continue dans parce que alors pour le coup, je vous inflige un monologue, mais j'embraye sur le être soi. Et au fond, je vais faire écho à la culture qui est la mienne, celle qui m'a forgé, formé et fondé. Moi, je suis par nature et par culture un camusien, ce que vous avez peut-être déjà compris en m'écoutant depuis le début, mais je pense que la vie est absurde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens en soi. C'est-à-dire la question, c'est à quoi tout ça sert ? À rien. Tout ça, c'est la vie. Tout ça est vain. À quoi ça sert de se lever tous les jours ? Je vous rassure, je vais être plus positif après. Je vois des têtes qui... mais à quoi... Non, mais c'est une question que je me pose moi-même tous les jours depuis des années. C'est à quoi ça sert de se lever tous les jours à la même heure pour faire le même trajet, faire le même travail et les mêmes tâches, voir les mêmes gens, puis faire la même chose le lendemain, le soir dans l'autre sens, puis le lendemain, puis comme ça, à l'infini, toute une vie. C'est Camus, hein. À un moment, la question du pourquoi s'élève et le décor s'écroule. Et le décor, c'est que non, tout ça est absurde et n'a pas de sens. Et l'absurde, il naît précisément, mais je cite Camus toujours, de la confrontation entre l'appel humain, c'est à quoi tout ça sert, et puis ce qu'il appelle le silence déraisonnable du monde. Bon. Et au fond, tout ce que j'ai dit sur le chaos avant, il faut le mettre en relief avec cette notion d'absurde. Mais à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi un monde aussi injuste, aussi inégal, etc. Bon. Face à cela, je vais dérouler il y a à mon avis, à mon sens, plusieurs attitudes possibles. Je vais continuer dans le sombre avant d'arriver dans la lumière. Vous allez vous dire, putain, c'est dur quand même un vendredi soir. Mais la première attitude, c'est pas faux, mais c'est pour mieux rebondir. La première attitude, c'est au fond de tout détruire. Et là aussi, je ne fais que citer Camus, c'est l'attitude des nihilistes, des terroristes russes du 19e siècle, ou d'ailleurs des terroristes du 20e ou du 21e siècle. C'est au fond, comme rien n'a de sens, je détruis tout. Bon, évidemment que ça conduit à une impasse, même pas besoin de développer ou d'aller plus loin. Il y a une deuxième attitude, là encore, dont Camus sur laquelle il a fait un livre absolument magnifique pour moi, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, qui est se détruire soi-même. Bon, si tout détruire est une impasse, n'a aucun sens, etc., peut-être alors il faut que je me détruise moi-même, c'est le suicide. Et c'est la première phrase du mythe de Sisyphe, la seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Bon. Alors c'est exactement la fin tragique d'Albert Caraco qui s'est pendu. C'est pas le seul d'ailleurs. Je cite évidemment dans mon livre un certain nombre de suicidés et qui évidemment, je dis, ça conduit à une impasse. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, si vous n'avez pas lu, un livre absolument magnifique d'Antonin Artaud. Vous verrez d'ailleurs le lien entre Caraco, Artaud, tous les auteurs que je cite. Qui s'appelle Van Gogh ou le suicidé de la société, qui dit au fond, on ne se suicide pas soi-même.
C'est la société qui nous suscite. C'est la société et tout ce qui va avec qui nous conduit à ou qui nous oblige à. Bon, moi, je n'ai pas envie de subir ou qu'on me conduise à. Donc, il y a une troisième attitude, si j'écarte les deux premières, qui consiste au fond à se retirer loin de tout et à dire, bah, tu vois, j'abandonne, enfin, je vous abandonne et je vais faire autre chose ailleurs. C'est par exemple des esseintes dans un rebours de Huisman qui s'enferment dans une maison, je ne sais plus où elle était, je ne sais plus si c'est Vincennes ou Saint-Cloud, en tout cas dans la région parisienne, et qui décident de fermer toute ouverture sur le reste du monde, les fenêtres, etc. Et puis qui décide de vivre là, seul, isolé du monde qu'il ne supporte plus. Bon, la réalité d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas tenu très longtemps, puisqu'en fait, il revient après quelques années dans le monde en disant « non mais ça m'est insupportable ». Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une autre illustration de cela, qui est un livre absolument fantastique, un film, ouais, un livre et un film d'ailleurs, dont je ne sais pas très bien quel est le titre français, qui est Into the Wild, qui a été réalisé par Sean Penn, qui raconte l'histoire vraie d'un post-adolescent américain, d'un jeune américain qui décide d'abandonner le monde et de partir à l'aventure, et qui finit par mourir seul, isolé en Alaska. Livre en fait, c'est un livre d'abord, puis un film absolument magnifique et bouleversant, mais on voit bien à nouveau que ça conduit à une impasse. Je fais tout ça, et voilà, maintenant j'arrive dans la lumière pour dire, oui, on voit bien que ce n'est pas des attitudes qui vont nous sortir du chaos ou du sombre. Et donc je dis, et j'y arrive, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est chercher à donner du sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Et donner du sens, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est descendre au plus profond de soi-même et arriver à comprendre ce qui nous anime. Et la réponse, elle va être à chaque fois différente pour chacun et chacune d'entre nous. Et peu importe au fond ce qu'elle est. Ce qui compte, c'est de pousser son rocher ou d'essayer de le faire. Je reprends l'image de Sisyphe. Peut-être de retomber, mais c'est pas grave, de recommencer. Et c'est ça qui nous donne sens. Et au fond, c'est comme ça que... C'est comme ça qu'on trouvera le... Je suis trop long, hein, c'est ça, le bonheur. Mais je dis ça parce que, juste sur le être soi, en effet, pour revenir, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles. Hein, c'est là-dessus que je voulais revenir. Parce que vous avez aussi une approche et des préconisations collectives, pas seulement individuelles, qui sont un peu à rebours de ce qu'on imagine être la pensée de quelqu'un qui a été dans le monde de la banque, et qui a été aussi un gardien du temple, mais très jeune, à la sortie de l'ENA, quand vous étiez à la direction du Trésor, et en sorte que le déficit de la France ne se creuse pas plus. Et là, aujourd'hui, vous expliquez qu'il y a une possibilité aussi de créer de la valeur à travers des infrastructures qui pourraient être financées dans un dessein collectif par de la création monétaire. C'est quelque chose qui est peut-être un peu loin de la philosophie, mais qui est intéressant parce que c'est aussi une façon de démystifier ce qu'est aujourd'hui ou ce que devrait être la monnaie et la création monétaire. Ouais. Je vais répondre, mais comme je suis très lent, j'ai toujours un temps de retard. Je voulais juste finir sur le... Non, mais pour faire le lien et pour dire... Moi, je considère que la philosophie de vie, pour revenir sur la question, c'est tout est possible, tout doit pouvoir être possible lorsqu'on agit par soi-même. C'est ce que les punks, et pardon de le citer là, appelaient le fais-le toi-même, do it yourself. Et ça veut dire qu'il faut à la fois comprendre les règles, j'arrive sur cette question qui me passionne et qui pour le coup a une dimension philosophique justement, mais ça veut dire qu'il faut comprendre et connaître les règles, mais qu'il faut être capable parfois de les dépasser ou de les contourner. Alors en matière économique, il y a un sujet qui en effet me passionne, j'espère ne pas vous perdre, qui est la création monétaire. Parce qu'en effet, quand je dis, pour quitter le être soi, et je dis il faut réapprendre à être ensemble, une des façons de réapprendre à être ensemble, à mon sens, c'est en matière économique, à nouveau, de permettre à tous de vivre dignement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? De deux façons, à mon sens. 1, la distribution des revenus minimums. 2, en effet, la création monétaire. Je suis résolument convaincu qu'en effet, on peut créer de la monnaie beaucoup plus qu'on ne le fait et beaucoup plus qu'on ne l'a fait. Je voudrais juste dire d'où je parle avant qu'on me dise que j'y connais rien. J'ai en effet géré et co-gérer avec l'actuel gouverneur de la Banque de France la politique monétaire de la France pendant quelques années. Et je m'occupe par ailleurs de la gestion des politiques monétaires et de dette d'un certain nombre d'États à travers le monde. C'est pas pour faire le malin, c'est juste pour dire d'où je parle. Je pense la chose suivante, c'est qu'en fait l'État, c'est pas un agent économique comme un autre. C'est ni une entreprise, ni un individu.
l'État, il a à sa disposition une banque qui elle-même n'est pas une banque comme une autre, qui est la Banque centrale. Et ce que je dis, c'est que l'État, il peut utiliser la Banque centrale pour créer de la monnaie, et beaucoup plus de monnaie qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Alors là aussi, c'est passionnant, parce qu'en effet, il y a une règle qui s'impose en Europe depuis les années 90, qui sont les règles, ou la règle dite de Maastricht, avec un certain nombre de critères à respecter en matière de déficit budgétaire et de dette, mais cette règle, la règle la plus forte, et qui a été considérée des années, des décennies, y compris par moi, comme un dogme absolu, c'est-à-dire la règle incontournable, c'était l'interdiction du financement monétaire de déficit. En français, ça veut dire, ouais, on n'a pas le droit de créer de la monnaie pour financer le déficit de l'État. Le déficit, c'est de l'État, hein, il faut comprendre, c'est rien d'autre que l'équivalent d'un découvert bancaire pour nous tous dans cette salle. Cette idée et ce dogme venaient, il est vrai, d'une tragédie, hein, qui est la République de Weimar, qui a conduit évidemment au nazisme et au fait qu'on a toujours considéré, en tout cas pendant très longtemps, qu'un excès de création monétaire s'était traduit par un excès d'inflation et ensuite un effondrement effectivement de l'Allemagne qui a conduit au nazisme. Et il faut comprendre, ça a donc maintenant un siècle, très exactement, hein, ce dogme. C'est la République de Weimar, sauf qu'on l'a gravé dans le marbre en Europe dans les années 90 et que pendant des décennies, on a vécu avec l'idée, attention, c'est impossible. Bon, moi-même, j'ai été pendant des années en charge de ces sujets au ministère des Finances et tous les soirs, mon rôle, c'était de s'assurer qu'il n'y avait pas de déficit de l'État, exactement comme pour nous tous, hein, pas de découvert auprès de la Banque centrale. Et puis, est arrivé le Covid. Et alors, le Covid, pour ça, ça a été un révélateur de plein de choses. Et je vais juste parler en matière économique. Il se trouve que, soudainement, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait créer de l'argent massivement. Créer de la monnaie massivement. Parce que le fameux « quoi qu'il en coûte », il a été financé, en réalité, par de la création monétaire. Je vais expliquer comment et pourquoi. Mais les 250 milliards que la France a injectés dans l'économie, à juste titre, j'ai absolument aucun débat là-dessus, hein, mais ces 250 milliards d'euros qui ont été injectés, grosso modo, entre 2020 et 2022, ce n'est rien d'autre, rien, que de la création monétaire. Alors, quelle forme ça a pris ? L'État a injecté de l'argent pour financer dans l'économie, pour financer les PGE, les prêts garantis, etc. Pour financer cet argent, il a fait ce qu'on appelle du déficit budgétaire. Pour financer son déficit budgétaire, il a émis de la dette, d'accord, publique. C'est exactement comme nous, on fait du découvert, je vais le couvrir par un emprunt. Sauf que cette dette publique, elle a été achetée par les banques centrales européenne, la Banque centrale européenne et les différentes banques centrales nationales en Europe. Ce mécanisme par lequel une banque centrale achète de la dette publique, ce n'est rien d'autre, rien, que de la création monétaire. On l'a fait et on ne le dit pas. On ne le dit pas parce que précisément, il y a une dimension philosophique très profonde derrière tout ça, c'est qu'en fait, ce que ça remet en cause d'une certaine façon, c'est la société, enfin, je vais le dire sans grandiloquence, c'est d'une certaine façon la société telle qu'on l'a connue. Ou telle qu'on la connaît, c'est-à-dire, bah ouais, non, mais pour créer de l'argent, il faut travailler, etc. En fait, non, les choses sont un tout petit peu plus complexes. On a donc créé cette monnaie massivement. Pour vous donner un chiffre, et je ne vais pas faire trop de chiffres, mais le bilan de la Banque centrale européenne, la BCE, est passé en 3 ans de 4 600 milliards d'euros à 7 500 milliards. Ça signifie qu'en 3 ans, pour faire simple, on a créé 3 000 milliards d'argent. Bon, bah, je m'en plains pas, hein, je trouve ça, c'est ce qui a permis de sauver les économies pendant le Covid. Mais la démonstration a donc été faite que oui, il est possible de créer de la monnaie, contrairement au dogme qui existait jusqu'à présent. La conclusion que j'en tire, et d'ailleurs, pardon, je vais prendre une image, puisqu'on parle de jeu, je ne parle pas assez de jeu d'ailleurs, mais c'est comme au Monopoly en fait. Hein, et d'ailleurs, c'est une image que je prends dans le livre, c'est qu'au Monopoly, on joue, on gagne, on perd, on peut faire faillite, on peut gagner de l'argent, mais il y a bien quelqu'un à un moment qui va distribuer de l'argent. Et d'ailleurs, au début du jeu, puis quand on passe par la case départ, puis on touche encore plus quand on s'arrête sur la case départ, ça c'est la banque. Et la banque, elle existe et elle ne fait jamais faillite. La société c'est pareil. Il y a une banque, c'est la Banque centrale, elle doit bien injecter de l'argent dans l'économie à un moment donné, elle ne fera jamais faillite, elle peut donc continuer à créer de la monnaie. Elle est allée même plus loin, parce que non seulement elle a racheté les dettes nationales, mais elle a émis aussi de la dette au nom en son nom propre pour les États. Donc elle
Elle a également franchi une... Ouais, elle a franchi toutes les limites pour faire de la création monétaire. Moi, la conclusion que j'en tire sur notre sujet, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a une règle qui a été imposée de manière dogmatique pendant des décennies. Simplement, on n'a peut-être pas vu, je vais essayer de le dire positivement, que le monde a changé. Et que le raisonnement sur l'inflation qui prévalait et qui était juste dans les années, en effet, 1930, 1970, en fait, au siècle d'avant, n'était peut-être plus valable aujourd'hui. D'ailleurs, après, il faut m'arrêter parce que mais d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est que les 3 000 milliards d'argent qui ont été injectés par la Banque centrale européenne, là, au cours des 3 années, ne se sont pas traduits par de l'inflation. Je voudrais être clair, il n'y a eu aucune inflation générée par cette monnaie, aucune. Et si vous regardez la période 2020, 2021, 2022, pas d'inflation. L'inflation est arrivée à un moment en 2022 pour d'autres raisons, pas du tout liées à la création monétaire, mais liées à ce qu'on appelle des facteurs exogènes. Et c'était la guerre en Ukraine qui a provoqué une explosion des prix de l'énergie et des produits agricoles, ou c'était, et ça c'est lié au Covid, la rupture des chaînes logistiques qui fait que pour envoyer une marchandise de Chine en Europe, par exemple, ou en France, ça coûtait beaucoup plus cher. L'inflation vient de là. Donc effectivement, la conclusion que moi j'en tire, c'est qu'il faut réinventer, il faut faire évoluer les règles, disons-le comme ça, et réinventer une façon de vivre ensemble. La création monétaire, pour moi, elle doit être utilisée, en effet, pour financer des écoles, financer des hôpitaux, financer un revenu minimum versé à tous. Et le lien, il est tellement clair que c'est pratiquement là-dessus que vous concluez votre ouvrage, en expliquant que la lutte contre les inégalités, c'est vraiment la priorité absolue, la mère de toutes les batailles, selon votre expression, et que ce financement monétaire doit permettre précisément d'atteindre cet objectif qui est majeur. Et vous citez, on terminera là-dessus, on va vous donner la parole, vous aurez le loisir d'interroger Mathieu Pigasse, par quelque chose que je trouve très optimiste et qui en plus qui repose sur des faits. En 2013, 2 universitaires américains, le professeur d'économie au MIT Daron Acemoglu et son collègue de l'université de Chicago James Robinson, ont consacré un ouvrage aux raisons pour lesquelles les pays réussissent ou échouent. Au terme d'un impressionnant voyage dans l'espace et dans le temps, où l'on passe des villages natoufiens du Proche-Orient il y a 15 000 ans aux villes frontières actuelles entre les États-Unis et le Mexique, de la Chine des Ming à la Somalie contemporaine, de la conquête espagnole à la chute de l'Union soviétique, il conclut que ce sont les régimes qui parviennent à maintenir durablement des institutions inclusives qui font réussir leur pays. Tandis que ceux qui s'obstinent dans la confiscation et l'exploitation, dans ce que les auteurs appellent les institutions extractives, ne peuvent inscrire la croissance et la prospérité dans la durée. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés extractives dans lesquelles quelques-uns captent toutes les richesses, tandis que l'immense majorité se voit privée le plus souvent des simples moyens d'une vie digne. Cette situation est intenable. Je dirais pas mieux, je l'ai écrit. Ouais, mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que vous proposez, qui peut paraître un petit peu orthogonal par rapport à ce qu'on entend sur ces questions de création monétaire, est sans doute des leviers pour pouvoir agir sur la question des inégalités. Oui, à nouveau, arrêtez-moi un moment, mais je fais un dernier mot sur la création monétaire. Oui, c'est possible. Et vous avez un pays dans le monde en fait qui le fait de manière massive depuis des décennies. C'est le Japon. Le Japon a un ratio dette sur PIB de 250% aujourd'hui, 260%, là où on est nous au-dessus de 100%, au-dessus de 100%. Et on considère que c'est dramatique. La réalité, c'est que quand la dette publique est détenue par la Banque centrale, ça n'a pas d'impact et ça n'a pas de conséquences particulières. On pourrait annuler la dette publique, j'insiste aussi sur ce point, on pourrait annuler la dette publique détenue par la Banque centrale. Je voudrais vous dire, là, dans cette salle, ça ne changerait rien. Qu'est-ce qu'on constaterait ? Au bilan de la Banque centrale, puisqu'elle peut créer de la monnaie sans problème, on constaterait soit une perte, soit une diminution de ses fonds propres. Oui, et alors ? À qui elle appartient, la Banque centrale ? À vous, à nous tous. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire au fond de vous constater une perte, une diminution des fonds propres de la Banque centrale ? Rien. Donc, tout ça pour dire que c'est possible, en effet, que la clé, pour moi, elle est absolue, c'est de, en effet, créer des sociétés, renforcer l'inclusion des sociétés qui sont les nôtres. C'est tarte à la crème que de dire ça, mais je pense qu'il n'existe aucune autre alternative. Il y a tellement de choses à dire. Je termine par un point, moi qui me passionne, qui est historique. Il faut que je m'arrête. Bon, ok. Donnez la possibilité, puisqu'il nous reste 10 minutes, à la salle de vous poser directement des questions qui vous taraudent.
peu l'homme révolté. Il faut un peu le dire comme ça. Et deuxièmement, je trouve qu'il y a un point aussi que vous n'avez pas assez insisté, c'est sur le développement actuel de ce libertarisme, de cette anarchie, qui est un mode de pensée qui est important. Actuellement, il y a quand même une grande littérature là-dessus, et il me semble que ça pourrait être aussi une voie pour essayer de lutter contre ça. Merci. Bon, merci beaucoup. Sur Camus, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais vous avez fait référence à un concert, en effet, que j'avais organisé, je crois, en 2011. Et je l'ai organisé, et je voudrais lui rendre hommage, avec Pierre Berger. Et j'avais une telle admiration pour Camus que Pierre Berger m'a été le propriétaire de la marque Combat, qui était évidemment le journal issu de la résistance, dirigé notamment par Albert Camus, qui me donnait. L'ensemble de mes sociétés s'appelle Combat. La révolte, vous la trouverez dans le livre, hein, elle est très présente. Enfin, c'est toujours difficile de parler de soi, mais je raconte dans la partie Être soi, qui était une partie très personnelle, hein, avec beaucoup de références littéraires, musicales, je cite un groupe de rock, en fait de punk, mais disons de rock, peu importe, j'en cite deux, qui, moi, ont changé ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, il s'appelle Clash, c'est un groupe anglais de la fin des années 70, peu importe. Et ils avaient comme caractéristique, et d'ailleurs je pourrais dire la même chose du deuxième groupe que j'allais citer, les Sex Pistols, mais ils avaient comme caractéristique de ne pas savoir jouer de la musique. Aucun ne savait jouer de l'instrument, les membres du groupe qu'ils jouaient. Le guitariste ne savait pas jouer de la guitare, le bassiste ne savait pas jouer de la basse, etc. Et néanmoins, ils s'y sont mis, avec l'idée, non mais si on arrive à faire un accord ou deux accords, on peut faire des chansons et exprimer une émotion. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des chansons basées parfois sur 2 accords ou 3 accords, pour ceux qui font de la musique, rien, mais avec une émotion incroyable. Il y a un critique musical d'un journal anglais qui s'appelle le New Musical Express qui les a vus jouer au tout début de leur carrière, si je puis dire, dans un petit lieu, une petite scène, et qui ensuite, le lendemain, a écrit un article en disant « c'est absolument lamentable, on dirait un groupe de garage, il devrait retourner dans le garage, fermer la porte et laisser tourner le moteur. » Clash a fait une chanson derrière qui s'appelle Garage Land, le pays du garage, en disant, vous savez quoi? Et je l'écoutais en venant d'ailleurs. On est un groupe de garage, on vient du pays du garage, Garage Land, et on vous emmerde. Et je dis ça parce que précisément, c'est ça, s'affranchir de toute règle. C'est arriver à... Et c'est ça pour moi la révolte, c'est arriver à créer de l'engagement, de l'intensité, à exprimer, ou exprimer de l'intensité, une émotion, au fond, avec rien ou pas grand-chose. Et ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai entendu ce groupe, et chacun a des expériences du même type, dans des domaines, et avec des musiques, des écrivains, etc., différents, bien sûr. Moi, j'exprime juste ce qui m'a touché. Mais c'est vrai que j'ai entendu cette chanson, j'ai entendu ce groupe, et je me suis dit, au fond, c'est absolument génial, parce qu'il y a une telle force et une telle intensité. J'avais 14 ans, je m'en souviens encore, que je me suis dit, en fait, on peut venir de rien, de nulle part, être rien, ce qui était leur cas, et contribuer à changer le monde, parce qu'ils ont changé en tout cas la vie qui est la mienne. Pour faire sourire, j'ai rencontré, des années après, j'ai eu cette chance grâce au festival, un des 2 chanteurs du groupe The Clash, à qui j'ai dit, je voudrais vous remercier parce que vous avez changé ma vie, mais j'ai essayé de lui expliquer pendant 20 minutes pourquoi, en faisant un peu de philosophie, mais il n'a pas compris, quoi. J'ai dit, mais si. Bon, voilà. Alors, pardon, juste un mot maintenant sur le... Et donc, dans le livre, il y a, je pense, pas mal de révolte et d'énervement. Non, moi, alors, si vous m'autorisez, j'ai un léger désaccord avec vous, parce que... je pense qu'il n'y a pas de... Je reviens sur maintenant les libertariens, je vais le dire comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de jeu sans règles. Il n'y a pas de société sans règles. Et c'est un sujet absolument passionnant. D'ailleurs, un des problèmes aujourd'hui, à mon sens, c'est que les règles sur lesquelles repose la société, c'est-à-dire le contrat social, ne fonctionnent plus. C'est pourquoi moi j'échangerais de la liberté, quand je dis moi c'est nous tous,
Pourquoi je renoncerais à de la liberté, puisque c'est ça le contrat social, alors que l'État, avec qui je contracte, n'est plus capable de m'assurer ma sécurité. Et cette sécurité économique, physique, enfin, à tous égards. À nouveau, me nourrir, me loger, me protéger, etc. Le danger, c'est que, précisément, je pense qu'il faut des règles. Après, évidemment, il faut arriver à dépasser ces règles, à les contourner, à les réinventer. Mais pour pouvoir réinventer ou dépasser une règle, encore faut-il que la règle existe. Bon. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, en matière artistique. Moi j'ai un auteur que je vénère aussi, qui est Charles Baudelaire, qui d'ailleurs... et qui opposait... Pardon ? Qui est cité, oh bah oui, bien sûr. Non, mais qui opposait... le génie maladroit de Delacroix à la, je ne sais plus comment il disait, mais à Victor Hugo, et qu'il qualifiait d'ouvrier du verre parce que justement trop cadré, trop précis. On peut penser ce qu'on veut, hein, c'est pas le. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une règle, puis il faut arriver à la dépasser. Le problème des libertariens, à mon sens, c'est que c'est précisément la volonté de s'affranchir de toute règle. Alors. On a tous un côté, j'avais cité Johnny Hallyday, je ne sais plus comment il disait, on a tous un côté du Tennessee, ou je ne sais plus comment il disait, on a tous un côté anarchiste, moi j'en ai certainement un très fort, mais je considère que les libertariens au sens américain du terme, ce sont des gens qui au fond ne reconnaissent qu'une chose, qui est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, en matière économique par exemple, ça va produire exactement ce que l'on s'est dit. Si vous regardez la pensée philosophique, parce que ces gens-là ont une pensée philosophique, hein, je dis ça sans humour aucun, il faut se méfier parce qu'ils sont ils pensent, notamment des grands fondateurs, enfin des grands entrepreneurs de la tech aux États-Unis, Peter Thiel par exemple, hein, qui est d'ailleurs l'illustration la plus pure, un des fondateurs de PayPal notamment, qui a fait fortune, qui est un milliardaire. Peter Thiel, c'est un milliardaire qui a fait fortune, qui est un libertarien et qui dit non, il ne faut plus d'État. D'ailleurs, il faut tellement plus d'État que moi, j'ai décidé un truc, je vais financer la création d'îles artificielles dans les eaux internationales pour échapper à toute souveraineté. Bon, ok, je veux dire, le résultat de ça, simplement, c'est la guerre de tous contre tous. Et pour moi, le danger de ces gens-là, c'est qu'en fait, ce sont des extrémistes égoïstes. Égoïstes parce qu'au fond, ayant fait fortune, ils se contrefoutent du reste du monde. Vous nous présentez une solution une recette un peu miracle, qui est la création monétaire. On sait que quand même, on ne s'oriente pas au niveau de l'Europe vers ça, puisqu'il y a un retour un peu au dogme, même s'il a été un peu aménagé. Qu'est-ce qui fait que finalement, cette solution qui vous semble évidente ne se prend pas comme décision au niveau politique ? Bah, c'est une super question. Ouais. Je démarre par une anecdote. J'ai passé 10 ans au ministère des Finances et j'ai travaillé, et j'ai eu la chance d'ailleurs, l'honneur, le privilège, avec un certain nombre des gens de personnes qui aujourd'hui sont aux commandes de la politique monétaire, de la politique économique, des politiques financières. Moi, ça fait déjà quelques années que je dis la même chose. C'est mon côté besogneux, vous avez vu, je suis répétitif, je répète toujours la même chose. Et sur la création monétaire, ça fait déjà quelques années que je dis ça. Et à chaque fois que je dis ça, je l'ai dit parfois dans des émissions grande écoute, France Inter ou autres, France Télévisions. En général, je reçois un appel d'une de ces autorités, par ailleurs amie, hein, mais qui me dit « Ouais, écoute, ça serait bien que tu t'arrêtes de dire ça. » Alors je dis « Mais je veux bien, mais le problème, c'est que ce que je dis, c'est vrai. » « Ouais, mais le dis pas. » Non, mais la question, vous voyez, fondamentale, c'est pourquoi ne pas le dire ? Parce que ce que je disais sur le Covid, c'est exactement ça. Je ne peux pas mieux l'exprimer qu'en disant c'est ce qui a été fait, sauf que ce qui a été fait, personne ne le dit. C'est-à-dire que personne ne met des phrases, une explication, fait la pédagogie de ce qui a été fait. Ce n'est pas par hasard, c'est pour moi délibéré. Bien sûr, ceux qui l'ont fait savent exactement ce qu'ils ont fait, je vous rassure. Ils savent exactement qu'en fait, ils ont fait de la création monétaire massive, et que cette création monétaire massive n'a pas eu d'impact négatif. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ? Alors, on peut tous avoir des explications différentes. Je vous donne la mienne, je l'ai donnée rapidement, en fait, en passant tout à l'heure, mais je peux me... C'est que je pense que, en fait, ça remet en cause l'organisation même
de l'économie et de la société telle qu'on la connaît depuis, pas des décennies, mais des siècles. Parce qu'en fait, vous allez repenser à travers ça le rapport au travail, le rapport à l'impôt. À quoi sert l'impôt au fond ? Non mais, qui a besoin de l'argent de l'autre? Est-ce que c'est nous qui avons besoin de l'argent de la Banque centrale ou est-ce que c'est l'État qui a... Je suis désolé, je vais choquer, je sens le... mais non mais, en fait, si vous poussez ce que je dis jusqu'au bout, vous dites, mais en fait, on peut repenser l'organisation de la société complètement différemment. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, hein, je voudrais vous rassurer, c'est pas moi qui suis un illuminé. Mais vous avez beaucoup d'économistes américains qui aujourd'hui disent la même chose. Mais simplement, ce qui gêne, c'est en effet le fait de repenser derrière, enfin, c'est toutes les conséquences que ça emporte sur l'organisation de la société. En effet, faut-il travailler? Et moi, j'ai une réponse là-dessus. Oui, bien sûr, hein, je voudrais vous rassurer. Mais est-ce qu'il faut payer l'impôt? Peut-être pas forcément, parce que... Pourquoi il y a un impôt, d'ailleurs, au fond? Mais pour des raisons qui sont plus politiques qu'économique. Il y a un auteur que je cite dans le livre que j'admire, alors je suis désolé, je continue, mais qui s'appelle James Scott. James Scott, c'est un auteur américain qui vit encore, anarchiste, absolument fantastique. C'est un universitaire exceptionnel, il a écrit plusieurs livres que je vous invite à lire. Lui, il s'interroge sur l'origine des États. Pourquoi il y a un État? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, etc. La thèse européenne classique, enfin pas européenne, la thèse classique a longtemps été, non mais c'est la marche vers le progrès. C'est éviter la guerre de tous contre tous, homo homini lupus, etc. Et donc, bon, en fait, lui, il dit, mais pas du tout, non, pas du tout. L'État, il est né, de la coercition, de la contrainte. Il est né de la contrainte parce qu'à un moment, vous avez quelqu'un quelque part qui s'est dit, putain, tiens, puisqu'on peut accumuler de la richesse, je vais accumuler de la richesse. C'est né de l'agriculture, ce qu'explique James Scott. Dès qu'on a pu stocker les céréales, on a donc pu stocker de la richesse. Et vous avez des gens, des chefs, des rois, des empereurs qui ont commencé à constituer des États, c'est-à-dire à asservir les gens autour d'eux à travers deux mécanismes, l'armée, l'impôt. Et l'impôt, précisément, c'est une des façons, je vous oblige à travailler, à rester chez moi parce que vous devez payer un impôt, c'est une forme d'asservissement. Alors après, on a réinventé ça à travers la notion de contrat social, à travers, et j'y crois, le consentement à la République par l'impôt. Mais ça s'est fait des siècles après. Je fais tout ce long développement pour dire, voilà, on pourrait repenser totalement l'organisation même et la structure de la société. Et ma conviction profonde, c'est que c'est ça qui gêne. Et mon autre conviction profonde, je vous le dis, c'est qu'il n'y a aucune autre alternative. C'est-à-dire que ça prendra peut-être 100 ans, 150 ans, mais de toute façon, l'organisation de la société dans 100 ans ou dans 150 ans ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Parce que je vais rajouter un point dont on n'a pas parlé, mais, et puis à nouveau, coupez-moi et coupez le micro, mais... c'est ce qui arrive aux anarchistes. Ouais, on leur retire la parole. Mais je hurlerai sans micro. Non, mais c'est que, prenez le revenu minimum, si vous voulez. Moi, je pense qu'il n'existe aucune alternative. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi qu'on pense. Je veux dire pourquoi? Parce que vous avez des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois qui vont être détruits. Et je ne dis pas que c'est grave si on arrive à... Parce que je pense que si on arrive à repenser la société, on saura gérer ça. Mais si on ne la repense pas... Détruit par quoi? Pardon, je suis trop rapide. Par l'automatisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Bon. Aujourd'hui, vous avez, moi je les ai vus à San Francisco, des voitures qui fonctionnent sans chauffeur. C'est un bon. L'articulation, la combinaison de la digitalisation, de l'automatisation des robots et l'intelligence artificielle fait que vous avez des millions d'emplois qui vont être détruits, y compris des emplois très qualifiés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on veut ajouter une tragédie sociale à la casse économique? Est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'avoir des centaines de milliers de gens ou des millions de gens sans emploi et sans argent? Eh bien non. Non, mais non. Ou alors c'est ce que dit Caraco. C'est pour ça que j'ai commencé par lui. Ou alors, ça va être la destruction totale. Donc, il faut repenser l'organisation de la société. Et la façon de le faire, il y a plein de façons de la repenser. On n'a pas parlé, j'en parle moi beaucoup, l'éducation, la culture, enfin, c'est pour moi fondamental. L'extrémisme, les fake news, tout ça vient d'abord de l'ignorance. Donc, il y a le premier combat, c'est l'éducation et la culture. Mais l'autre combat, le deuxième combat pour moi, c'est l'économie. Permettre aux gens de vivre dignement. Leur permettre de vivre dignement, c'est réinventer la société par, en effet, il y a sûrement d'autres solutions, mais pour moi, par la monnaie, le revenu par an. Puis il y a une troisième façon, pardon, j'arrête après, mais quand même la démocratie. Il faut quand même mesurer le danger qui pèse sur nos régimes démocratiques. L'exemple le plus pur, je ne dis pas en France, mais l'exemple le plus incroyable que Didier connaît par cœur, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un juge quand même de la Cour suprême, si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques semaines,
qui a utilisé un symbole dit trumpiste, c'est-à-dire un drapeau mis à l'envers sur sa maison. Et c'est un symbole de contestation de l'élection de Joe Biden. Il est juge à la Cour suprême des États-Unis. Enfin, si vous voulez, c'est une remise en cause des fondements démocratiques absolument invraisemblable. La prise, enfin, ce qu'ils ont essayé, la prise du Capitole qui a heureusement échoué il y a, je ne sais plus quand c'était, il y a 2 ans, 3 ans. Enfin, c'est au moment de l'élection d'ailleurs de Joe Biden. Enfin voilà, vous avez une tension qui pèse dans notre société qui est considérable. Et moi, je dis que du chaos peut sortir la lumière. Et cette lumière, elle est en chacun d'entre nous. C'est la joie de vivre. Hein, c'est voilà, c'est trouver ce qui nous donne sens. C'est nous, notre famille, nos amis. Enfin, c'est voilà, le bonheur, l'amour, etc. Et apprendre à vivre ensemble à nouveau. Merci infiniment, Mathieu Pugas.